Mesdames et messieurs, Azulf Laoun, salam, bonjour et welcome. Donc, je remercie infiniment l'Assemblée populaire de la Wilaya de Tizi Ouzou et l'association Le Défi d'avoir organisé cet événement important qui parle justement d'un intellectuel algérien, en l'occurrence Mohamed Arkoun. Donc, ma contribution, ma modeste contribution s'intitule « L'intellectuel, vecteur de l'objectivité et de la rationalité dans la société ». Alors, deux concepts clés dans l'esprit scientifique, à savoir l'objectivité et la rationalité. Ces deux principes, ça fait partie d'un développement naturel, d'un développement intellectuel chez l'enfant. Il passe d'une pensée concrète, progressivement, il va acquérir ce qu'on appelle une pensée abstraite ou formelle. C'est-à-dire que c'est un processus naturel du développement intellectuel. Et on va voir avec Mohamed Arkoun que même cette réalité a été occultée chez nous parce qu'on n'a pas pris en considération justement cette objectivité. Et lorsque je parle d'objectivité, c'est-à-dire la réalité, l'environnement dans lequel vit l'enfant, vit l'être humain. Donc, je commence pour dire que c'est un immense honneur, c'est une grande fierté pour moi d'avoir cette opportunité de présenter une modeste contribution parmi des experts de renommée internationale sur un intellectuel algérien dont le nom, la pensée, les travaux scientifiques et les actions, parce qu'on parle de l'intellectuel, c'est beaucoup plus des actions et un engagement, ont une étendue universelle. C'est Mohamed Arkoun. Diapo suivante. Donc, parler de Mohamed Arkoun dans un colloque vient à juste titre, dans un contexte local, mais aussi et également international, marqué par la régression du raisonnement rationnel et le déferlement de comportements pervers, la négation de l'autre et l'intolérance. Et il y a une liste, j'ose dire, de comportements pervers qu'on pourra citer. Alors, il y a un besoin pressant d'intellectuels de la trempe de Mohamed Arkoun. C'est une exigence civilisationnelle. Donc, l'organisation de ma contribution, elle s'intéresse donc au profil de l'intellectuel, évoqué par Gaston Bachelard, un pionnier de la philosophie des sciences, dans son ouvrage « Le nouvel esprit scientifique » et incarné dans la pensée de Mohamed Arkoun. Juste une observation, même d'ailleurs Gaston Bachelard parle de la psychologie de l'esprit scientifique. Et j'ai parlé de l'objectivité et de la rationalité. On va voir, c'est un exercice permanent. C'est un entraînement intellectuel que doit avoir le scientifique pour justement traiter des choses scientifiques dans sa société. Alors, quelques passages de Bachelard, justement, qui parlent de cet esprit scientifique. Alors, selon Bachelard, la science créonifie de la philosophie. Le philosophe doit donc infléchir son langage pour traduire la pensée contemporaine dans sa souplesse et sa mobilité. Toujours selon Bachelard,
le philosophe doit aussi respecter cette étrange ambiguïté qui veut que toute pensée scientifique s'interprète à la fois dans le langage réaliste et dans le langage rationnel. Je reviens toujours à ces deux principes du raisonnement scientifique, de l'esprit scientifique, pardon, c'est-à-dire le réalisme et la rationalité. Deux fondements, même du développement intellectuel d'un enfant, d'un être humain. D'ailleurs, ce qui fait défaut chez nous, c'est qu'on a occulté ces principes et du coup, on a eu des résultats. D'ailleurs, même Mohamed Harkoun le cite dans ses écrits, il parle de l'islam impensé. C'est-à-dire qu'il y a des sujets qui ne sont pas soumis à la critique, à la pensée critique, et ça reste des choses impensées. Et une chose impensée, elle est inhibée, elle est refoulée, et bien sûr, si elle n'est pas extériorisée, si elle ne remonte pas à la surface, elle ne peut pas être traitée objectivement. Toujours selon ce philosophe des sciences, alors peut-être devrait-on prendre comme une première leçon à méditer, comme un fait à expliquer, cette impureté métaphysique, entraînée par le double sens de la preuve scientifique, qui s'affirme dans l'expérience, aussi bien que dans le raisonnement, à la fois dans un contact avec la réalité et dans une référence à la raison. Maintenant, je vais faire une sorte de rapprochement entre Gaston Bachelard et Mohamed Harkoun, et je dis que les principes de l'esprit scientifique sont incarnés dans les écrits de Mohamed Harkoun. Alors, selon Mohamed Harkoun, Harkoun s'oppose aux ésothéristes occidentaux comme René Guénon et à ceux qui, selon lui, construisent une vision mythologique et romantique de l'islam au détriment des problèmes de la vie quotidienne et de la rationalité dans le monde musulman. Voilà, les deux principes reviennent dans la pensée harkounienne, les problèmes de la vie quotidienne, c'est-à-dire la réalité, et bien sûr la rationalité. Et on ne peut pas bâtir une raison, une rationalité sans démarrer du réel, de la réalité, du vécu, du quotidien. Voilà le principe de Mohamed Harkoun, et c'est un principe aussi de cette psychologie de l'esprit scientifique. Alors, il y a un concept que Mohamed Harkoun a utilisé juste après l'indépendance. Elle a parlé de l'islamologie appliquée. Donc, l'inspiration de ce concept vient je dirais, de trois courants. Premier courant, c'est le rationalisme appliqué, philosophie des sciences, Gaston Bachelard. Le deuxième courant, c'est la philosophie qui prend la critique, Kant, Foucault. Et le troisième courant, c'est l'anthropologie appliquée de Roger Bastide. Alors, ces trois courants ont inspiré, si j'ose dire, Harkoun à développer un concept qu'il a appelé l'islamologie appliquée, selon Harkoun. Alors, ce concept lui est venu juste après l'indépendance de l'Algérie, où il a constaté que la réalité algérienne, la réalité du Maghreb, l'histoire de l'Algérie, l'histoire même de l'islam ont été occultées. Donc voilà pourquoi il appelle ce concept la nécessité d'un islam, une islamologie appliquée, c'est-à-dire à la réalité. Alors, on revient toujours à Bachelard. Alors il dit, indépendamment des connaissances qui s'amassent et amènent des changements progressifs dans la pensée scientifique, nous allons trouver une raison de renouvellement presque inépuisable pour l'esprit scientifique, une sorte de nouveauté métaphysique essentielle.
Donc c'est le même principe qu'on retrouve chez Harkoun lorsqu'il parle. Rien ne se fera sans une subversion des systèmes de pensée religieuse anciens et des idéologies de combat qui confortent les réactives et les relais. Actuellement, toute intervention subversive est doublement censurée. Censure officielle par les États et censure des mouvements islamistes. Dans les deux cas, la pensée moderne et ses acquis scientifiques sont rejetés, au mieux marginalisés. Donc selon Bachelard et Harkoun, il y a une nécessité de renouveler en permanence nos connaissances scientifiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stagnation dans la science, il y a toujours ce renouvellement, je dirais, continuel de la pensée des connaissances scientifiques. Alors, c'est pour cela, dans le domaine scientifique, il y a là une raison de nouveauté méthodologique. Les rapports entre la théorie et l'expérience sont si étroits qu'aucune méthode, soit expérimentale, soit rationnelle, n'est assurée de garder sa valeur. On peut même aller plus loin. Une méthode excellente finit par perdre sa fécondité si on ne renouvelle pas son objet. Voilà, donc, il faut toujours un entraînement intellectuel. Il faut, je vais d'ailleurs l'expliquer, il faut une sorte de veille de la raison, de veille scientifique. Toujours, selon Mohamed Harkoun, sans l'appréhension des particularités des sociétés islamiques, le projet laïque n'a pas de sens pour ces sociétés. Voilà pourquoi j'ai commencé mon intervention à dire que le réel, la réalité, est important pour bâtir n'importe quelle théorie, n'importe quelle abstraction par la suite. C'est-à-dire qu'il faut commencer toujours par les réalités, le quotidien, le réel d'une société. L'absence de tradition laïque dans cette culture n'est pas seulement analysable comme un développement moindre des sociétés islamiques, mais tient aussi à leurs différences, qui ne témoignent pas seulement de ce fameux retard historique, mais d'une expérience différente dans le rapport à la raison et à la science. C'est-à-dire que l'explication que donne Harkoun à ce problème de mélange lorsqu'on traite ces questions scientifiques, c'est-à-dire que ce n'est pas dû seulement à un retard historique, mais c'est un rapport avec la raison et la science. Selon toujours Bachelard, c'est donc bien à la croisée des chemins que doit se placer l'épistémologue, entre le réalisme et le rationalisme. C'est là qu'il peut saisir le nouveau dynamisme de ces philosophies contraires, le double mouvement par lequel la science simplifie le réel et complique la raison. C'est-à-dire, je reviens à cette phrase significative, c'est-à-dire il y a un mouvement, un dynamisme dans l'esprit scientifique qui doit simplifier le réel et compliquer la raison. C'est-à-dire qu'il y a un travail mental, intellectuel à faire sur le plan mental, mais donc ce double mouvement doit nous mener à simplifier le réel et compliquer le rationnel, c'est-à-dire la pensée appliquée. Le trajet est alors écourté, qui va de la réalité expliquée à la pensée appliquée. C'est dans ce court trajet qu'on doit développer toute la pédagogie de la preuve, pédagogie qui est la seule psychologie possible de l'esprit scientifique. Alors, voilà le principe dans l'esprit scientifique, c'est que ces deux paramètres, à la fois le réalisme et la rationalité, il faut les prendre avec une pédagogie sérieuse. Ce n'est pas une mince affaire. Alors, selon Bachelard,
Comment prétendre saisir un moi simple et dépouillé en dehors même de son action essentielle dans la connaissance objective? Et là, c'est un grand défi pour les scientifiques, c'est-à-dire comment essayer de se placer, de ne pas mêler trop son subjectif lorsqu'on traite un phénomène scientifique. Et là, justement, c'est l'exigence, c'est un entraînement intellectuel ardu. Comment on peut traiter un phénomène, on le décrit objectivement sans trop mêler sa subjectivité. Pour nous désintéresser de ces questions élémentaires, il nous suffira de doubler les problèmes de la science par les problèmes de l'esprit scientifique. De prendre l'objectivité comme une tâche pédagogique difficile et non plus comme une donnée primitive. Alors j'aime bien cette citation de Bachelard. On va aussi continuer avec des citations de Harkoun qui parlent justement de ce combat contre le subjectif, contre les préjugés. Bachelard parle de l'esprit quand elle aborde la science et la lâche de ses préjugés. C'est-à-dire qu'un esprit bourré de préjugés, même lorsqu'il est devant une réalité à étudier, à explorer, s'il est bourré de préjugés, ces préjugés vont influencer sa méthode, vont influencer ses résultats, parce que, pertinemment, les préjugés vont embrouiller en quelque sorte ce cheminement vers des résultats fiables. Alors, quelques citations d'Harkoun aussi. Les murs les plus difficiles à abattre sont ceux de l'esprit. Selon Harkoun, qui va défendre la raison quand l'imaginaire dévore absolument tout? Comme c'est le cas en ce moment dans toutes les sociétés musulmanes où la raison a disparu. Voilà à quoi je suis sensible. Dixit Harkoun. Alors, je dirais une synthèse. La pensée harkounienne de Mohamed Harkoun nous interpelle à lutter contre la paralysie de la pensée et nous incite à une veille de la raison, une veille scientifique. Une autre citation d'Harkoun: l'éthique ne consiste pas à faire la morale aux gens, c'est contraindre la raison philosophique à penser avec rigueur et responsabilité pour identifier les valeurs universelles et non celles des États-nations, des cultures limitées, des tribus ou des communautés musulmanes ou chrétiennes. Tout cela est terminé et ne peut réémerger à moins que l'on ne régresse tous comme le fait l'islam en ce moment. Donc, pourquoi j'ai dit que des colloques sur Harkoun, évoquer Harkoun dans des colloques comme ce fut durant ces 2 jours, c'est une exigence civilisationnelle. C'est-à-dire qu'il faut redonner à l'intellect, il faut redonner à la raison sa place dans la société, et c'est comme ça que la société peut s'en sortir dans des moments difficiles. Et je vous remercie pour votre attention. Bien, je remercie M. Abdelazar Bridir de cette présentation, de cette réflexion qui presque soumet la pensée d'Harkoun à l'esprit critique de la philosophie scientifique telle que développée par Bachelard. Il y a peut-être quelque chose là à creuser
presque dans un comparatisme, je ne sais pas, mais ce que vous aurez là, il y a des pistes intéressantes. Je vous remercie. Où sont les organisateurs? Parce que je ne sais pas ce qu'on fait maintenant. Monsieur Kadri, visiblement, n'est pas là. Moi, ce que je propose, c'est que nous passions au débat. Ok? D'accord. Voilà. Après, où est-ce qu'on le fait maintenant? D'accord, d'accord. Je ne sais pas, mais il y a quelqu'un ici. Alors, ce qu'on m'a dit tout à l'heure, c'est qu'on pouvait peut-être faire circuler la parole ici avant de la relancer dans la salle. Comme j'ai le micro et je suis le maître de parole en ce moment, je voudrais tout de suite dire à mon ami Tassadik que lorsque je parle de reconstitution de la scène, c'est la mise en écrit, la recomposition. Parce que Harkoun, à ma connaissance, il y a au moins 3 versions de cette scène que je considère comme fondatrice. Hein, oui, il y a la tienne, il y a celle qu'il raconte lorsqu'il Culture savante, lorsqu'il reprend le titre avec Mamri, dit-il, et il évoque également dans ses entretiens. Voilà, donc enfin, à ma connaissance, il y a 3 versions, il y en a peut-être d'autres. Et quand je dis reconstitution, c'est la fixation de la scène comme une photo. Parce que la photo, c'est toujours une organisation, même lorsque c'est saisi à l'improviste. Et moi, je la situe dans ce que tu as dit, toi, et ce qu'on a vu dans les vidéos, ce que j'appelle, moi, le tragique méditerranéen. Il y a une sorte... Et il en tire beaucoup de leçons. Et ce que tu as dit à propos des dettes, c'est vraiment très intéressant. Et il avait été sorti de Bougie, c'est ça, donc pas loin de Gigé. Il y a aussi une circulation là à faire. Il faudrait qu'on continue à travailler ça. Oui. Juste, professeur, on avait prévu de faire un petit échange entre vous, 1 ou 2 questions, et puis on va donner la parole à la salle. Voilà. Donc on a une petite heure devant nous pour le débat. Voilà. Et est-ce que monsieur... Non, il est en route, là, justement, j'étais avec lui. Oui, il arrive. Quand il arrive, il va donner sa conférence, éventuellement après la pause déjeuner. Formidable. Pour dit qu'elle a tout dit, qu'elle a presque ajouté. Merci Madame la Présidente. Donc je parlais de ce processus naturel du développement intellectuel qui n'est pas appliqué chez nous à l'école algérienne. Et je peux citer des exemples où je parlais du concept, bon, Harkoun a parlé de l'islam impensé, mais l'impensé de l'islam, pardon, oui, l'impensé de l'islam, c'est ça, c'est l'impensé de l'islam, effectivement. Donc, il y a aussi, dans l'école algérienne, je parlais d'une réalité qui a été occultée. Moi, je me souviens, par exemple, des cours de sciences naturelles. Lorsque l'enseignant arrive, là c'est juste à titre d'exemple, lorsque l'enseignant arrive à la leçon la reproduction chez l'homme et la femme, il saute carrément la leçon. Il ne l'aborde même pas. Parce que lui déjà était dans une situation très gênante. Les élèves aussi, à chaque fois qu'ils commencent à parler de concepts scientifiques, alors là, ils parlent du réel. Le corps humain, c'est du réel. Alors qu'un enseignant incapable d'expliquer une leçon de sciences naturelles à ses élèves, c'est pour ça que je parle de ce développement a été dérangé quelque part. Il a été interrompu quelque part parce qu'on n'a pas respecté le processus naturel, parce que la pensée humaine passe toujours du concret à l'abstrait. D'ailleurs, dans le primaire, etc., on commence à manipuler des objets, à découvrir son environnement, à découvrir sa réalité. C'est comme ça, progressivement, qu'on va construire la pensée abstraite. Donc, si, au départ, on cache, on inhibe des choses dans la réalité de l'enfant,
il y a quelque part un processus qui a été interrompu. Voilà, merci. Qu'est-ce que vous entendez exactement par impensé, d'une part, et quelle est la relation entre le concret et le concept? Moi, je ne suis pas du domaine, donc j'ai besoin de préciser. Alors, l'impensé, c'est tout ce qui n'a pas été soumis à la raison, à la critique, à l'analyse. Voilà. C'est ça l'impensé. C'est-à-dire qu'on passe la page, comme on dit. On ne le soumet pas à la critique. Il y a des sujets, par exemple, où l'être humain, au lieu de l'aborder, il le met de côté. En psychologie, on dit qu'il le refoule, quelque part. Il ne veut pas en parler. Est-ce qu'il ne veut pas? Oui, c'est ça, justement. C'est ça le diagnostic. Est-ce qu'il ne veut pas? Vous savez, dans l'être humain, il y a un côté bien sûr conscient, mais il y a aussi un côté inconscient, c'est-à-dire un côté inconscient qu'il a hérité. Il y a un background culturel. Voilà, donc il y a un capital culturel derrière ces inhibitions-là. Voilà. Mais tout ça, je dis, s'il faut faire un travail pour les générations futures, il faut commencer déjà par l'enfant. Il faut commencer à inculquer les véritables bases de l'esprit scientifique à l'école et à l'enfant. Conceptualisation, c'est-à-dire que derrière tout concept, on commence toujours par une série d'observations. L'observation, qu'est-ce qu'elle va nous mener, soit à infirmer une hypothèse ou confirmer une hypothèse. Et bien sûr, c'est des hypothèses qui, même aussi, lorsqu'elles sont testées dans plusieurs milieux, plusieurs aires, plusieurs périodes, elle peut mener à des théories. Et la théorie peut mener à une loi scientifique. Voilà. Oui, non, ce que je voulais dire simplement par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais on pouvait évidemment en parler pendant des heures, c'est que, pas dans cette histoire de Tawek Memoun, il a laissé au départ, mais il l'a retravaillé. Et il a compris les codes par la suite. Il s'est resitué lui-même a posteriori par rapport à ça. Bien évidemment, quelque part, il disait, mais c'est moi qui n'ai pas compris. C'est moi qui n'ai pas compris les codes. Et oui, voilà, donc c'est ça, absolument ça. Donc nous par rapport à l'autre, c'était ça. Les autres n'ont pas compris, le fait de révéler qu'ils n'avaient pas compris, donc ça se retourne un peu contre lui. À chaque fois, c'est un peu ça, comme si cette histoire primitive revenait à chaque fois, il n'est pas conscient, comme vous dites, c'était un impensé, il met, comme on dit, il jette le pavé dans la main, et ça se retourne contre lui. Donc voilà. Mais simplement, il va plus loin. Par exemple, pour les femmes, c'est la même chose. Donc il va dire au départ, oui, les interdits ne respectent pas l'islam. C'est un peu ça. Mais après, il va revenir dans cet entretien que j'oubliais, en partant ce matin très vite, j'oubliais le passage où il disait des choses tout à fait magnifiques. Et d'ailleurs, bon, c'était une critique qu'il faisait aussi à Bourdieu en disant, mais tu ne peux pas parler de domination. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui, je vais dire pourquoi. Bon, on peut discuter là-dessus. Parce que je vais te dire pourquoi. Mais bien évidemment, mais c'est vrai qu'à l'époque, que les femmes étaient dans le système. Et ce sont ces femmes, sa mère, ses tantes et tout ça, qui vont faire ce qu'on appelle le procès de vérité. Je dis, mais c'est maintenant, quand il y a eu la guerre avec le Hajjaj, je crois, ce sont les femmes qui m'ont dit, écoute, tu vas prendre le fusil et tu vas faire comme les autres. Donc, il a compris que les femmes participaient à cette culture, partagée, et pour une femme, il n'y a d'homme qu'un vrai homme, c'est-à-dire un homme qui rentre dans le jeu. Donc ça, je suis tout à fait d'accord avec lui. Donc ce sont des mécanismes d'intériorisation, etc., etc. Mais quand on dit qu'il y a de la domination, ça ne veut pas dire la domination n'est pas simplement une domination visible. Ben oui, parce que lui, quand il me dit, moi je suis un dominé, moi à ce moment-là, il n'est pas dominé. Qu'est-ce qui lui permet de me dire qu'il est dominé, puisqu'il est au sommet de la hiérarchie de l'institution universitaire. C'est pourquoi ce que je veux dire. Mais il se sent dominé. C'est ça l'important.
Donc évidemment, la domination des femmes d'Éthiopie, il revient dessus. Il dit, mais finalement, c'est moi qui me suis trompé. Le système était ainsi fait. Et le système, s'il a perduré, c'est qu'il a respecté ses codes. On ne peut pas. Et donc, mon clin d'œil à Béchir, c'était ça. Le problème des émigrés d'aujourd'hui et des émigrés d'avant. Les émigrés d'avant, quand ils allaient quelque part, ils respectaient les codes. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient entièrement d'accord, mais ils étaient nourris de cette culture ancestrale qui fait que quand tu dois aller quelque part, en arabe on le dit, tu ne vas pas imposer ta loi dans un pays. Voilà. À ce moment-là, si j'accepte que nos compatriotes, je dis bien nos compatriotes dans laquelle je m'intègre, veuillent faire la loi ailleurs, leur loi, en plus qui n'est même pas leur loi, puisqu'elle vient d'ailleurs. C'est même pas les lois ancestrales, c'est des lois qui... Bon. Alors à ce moment-là, est-ce que nous, parce qu'il faut quand même faire de la réflexivité, est-ce que nous, on peut accepter demain des chrétiens ici, qui viennent faire sonner leur cloche, appliquer leur rituel? Donc c'est ça qu'il faut dire. Mais aujourd'hui, donc il y a des ordres, donc c'est ce désordre-là actuel qui a fait revenir à tout. Mais finalement, alors donc il dit, mais s'ils ont exhérété les femmes, donc toi tu l'as vu l'entretien, il dit, mais ils les ont pas exhérétés pour les exhéréter, mais c'était, donc ce que disait ces marabouts en 1748, les usages sociaux sont au-dessus de tout. C'est pas même vrai. Et Harcourt, il n'avait pas lu ça, parce qu'il ne connaissait pas le texte, il disait la même chose. La communauté, pour pouvoir tenir, elle avait ses exigences, mais elle avait des systèmes de compensation. Les femmes, on ne les abandonnait pas. Eh oui, elles étaient prises en charge, etc. Bon, évidemment, il y a toujours à redire. Et on ne peut pas... Ce qu'il voulait dire par là, et il avait raison, tu ne peux pas parler des femmes de l'époque avec une méthodologie du genre d'aujourd'hui. Je suis d'accord avec lui. Mais la domination, comme l'a expliqué notre ami et collègue Bourdieu, la domination est multiple. Quand une femme ne peut pas traverser une place, donc tu ne feras pas traverser la place publique où il n'y a que des hommes, tout en me disant soi-disant libéré, ça veut dire que j'ai intériorisé des mécanismes de domination qui font. Voilà, c'est ça qu'on veut dire. Mais Bourdieu ne dit pas qu'elles sont pas. Parce que pendant la guerre, il était bien conscient que c'était les femmes qui faisaient tourner les villages et les marmites en Kabylie, ça il le savait. Mais c'est cette domination qui vient de loin, qui concerne les femmes, mais qui concerne aussi les hommes dominés. Quand Bourdieu et Harcourt sont issus, d'en bas, des gens d'en bas qui vont faire un chemin extraordinaire. Voilà. Moi, je voudrais revenir sur quelque chose, parce que tu m'y fais penser, lorsque Harcourt, comme Mamri, ne peuvent pas inscrire comme objet de recherche ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire l'arabe, le berbère, etc. Et c'est quelque chose qui continue. 10 ans, oui, 10 ans plus tard, Assia Djebar, qui est née en 1936, qui va être la première Algérienne à réussir le concours d'entrée à l'école normale supérieure, voudra faire un diplôme, travailler sur l'arabe, apprendre l'arabe. Et on lui dit, à l'ENS, pas question. Donc elle prend une sorte de compensation et elle fait de l'histoire. Ça d'une part, c'est des histoires qui continuent. Et alors tu dis, les femmes disent à l'homme, la gueule qui dit à l'homme, tu vas prendre le fusil et tu vas aller combattre. C'est vrai que les femmes sont partie prenante. Si le système tient, c'est parce que aussi oui, voilà, c'est aussi les dominés EES qui le font tenir. Et là, pardon, Assia Djebar raconte une histoire, je m'excuse parce que j'étais en plein dans ses textes, raconte l'histoire d'une de ses grand-mères qui disait, qu'est-ce que c'est qu'un homme? Un homme, c'est quelqu'un dont on ne voit pas le dos. C'est-à-dire qui va toujours vers l'avant. Là où je ne suis pas d'accord... Face à face, c'est la face. Oui, voilà, qu'importe. Mais là où moi, le concept de domination de Bourdieu me fait un peu... Mais je ne le prends pas tel qu'il le donne, parce que si les femmes sont dans le système, là je suis d'accord avec toi, elles ont des moyens
Parce qu'il dit, il lui dit, grosso modo, hein, je vais très vite, elles construisent une sorte de... Enfin, il y a une acceptation de l'inconscient ou quelque chose comme ça. Elles intériorisent cela. Oui, mais elles ont... ça. Voilà. Et c'est ça. On n'accepte pas sa passion. C'est la catégorisation, moi, qui me gêne toujours. Mais peut-être parce que je ne suis pas anthropologue. C'est vrai, mais quand tu dis la parenté comme volonté, comme représentation, qui est un texte tout à fait fondamental, mais ici, il est aussi compliqué à l'écriture qu'à Cône. Hein. Mais quand il te dit, par exemple, dans les mariages, mais les hommes ne comptent la représentation. Tout est préparé par les hommes, ça il le sait. Mais évidemment, dans la théorisation, effectivement, bien sûr, on massacre les nuances. Mais oui, ça, je suis d'accord avec ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, c'est pas de la pensée. Non, non. C'est de la pensée sur c'est trop flou comme. Peut-être donner la parole à l'autre. Une série de questions, peut-être 3 ou 4. Vous dites rapidement votre nom, ce que vous êtes. Question, oui, mon ami me rappelle, question claire et concise, et puis après, les intervenants vous répondent. Alors. Salam alaikum, monsieur Flawan, bonjour tout le monde. Je voudrais poser une question claire, précise à Mme Yassine. Donc, connaissant bien Hakoun, je voudrais savoir est-ce que Hakoun s'est intéressé de près un peu aux pratiques, je dirais pas pratiques religieuses, c'est-à-dire, je fais attention un peu à la rigueur conceptuelle, mais un peu aux pratiques religieuses de cette région de Kabylie, notamment la Tariqa Rahmaniya, mais aussi un peu à ce qu'il disait Mohamed Hussein par rapport c'est-à-dire à cette pratique religieuse musulmane de cette région. Donc là, ça c'est une question. Et une autre question aussi, puisque Mohamed Hakoun aborde souvent cette question de mémoire collective, donc cette dimension de l'homme total, dans son environnement social, culturel, religieux, historique. Donc voilà, qu'il ait aussi, en fait, son point de vue, ou bien est-ce qu'il a analysé un peu la structure sociale de la Kabylie, ses relations, ses conflits, etc. Merci. Une autre question. Allez-y, monsieur. Je peux parler? Oui, Donc, moi, c'est M. Outinama, chercheur freelance en civilisation. Je lisais, j'étais au département d'anglais, je me rappelle de la dame là, Zainab, voilà. Je crois qu'elle est venue un peu plus tard que moi. Et là, j'ai eu quand même le déclic par de chercher comme ça. Bon, on m'a vraiment esquinté ici, les gens, pour ne pas partir pour une formation, je laisse à côté. Monsieur Benoît m'a ouvert les portes. Ensuite, monsieur Hakoun, dans vraiment une pensée, mais vraiment universelle. Là, je suis quand même, à travers mes lectures, j'ai abandonné les lectures. Bon, je lis la méthode anglo-saxonne, c'est le skim and scan. Avec un mot, je peux réfléchir à tout ce que j'ai vécu. Donc là, je commence d'abord, j'ai éliminé deux mots de ma vie. J'ai éliminé le mot berbère pour le remplacer par amazigh, définitivement. J'ai éliminé le mot islamiste pour le remplacer par musulman, définitivement. Votre question, monsieur. Pardon? Non, ma question, j'ai des tas de questions, c'est pour ça que je dis que j'ai quand même une vision qui va de pair avec ce qu'a pensé tout le monde a parlé des choses, tout le monde, pratiquement les présentations, ont quelque chose en rapport avec ma nouvelle vision de l'humanité. Et M. Al-Benchir hier a parlé d'humanité. La démocratie occidentale, elle est pervertie, ce n'est pas la démocratie grecque, c'est la permissivité. Alors la véritable démocratie, c'est celle des Amazirs, parce que les Amazirs ont saisi la pensée grecque
de façon extrême. Il y a une autre démocratie, c'est celle des Amazighs, c'est la démocratie rurale. La elle est vraiment millénaire. Donc, c'est ce que je voulais, je ne peux pas continuer, s'il y a tellement de choses à dire, je vous remercie. Madame, oui, donc, bonjour tout le monde, donc c'est Madame Yepsah, je suis doctorante en psychologie. Ma question, ma réflexion va lier directement à la communication de Madame Desailly-Testing. Je suis très heureuse, donc rapidement, et me suis dire. Donc, Madame Desailly-Testing a souligné des concepts abstraits, l'identité, le berbère, donc la différence de l'autre, le respect de l'autre, tous ces concepts pour que l'enfant donc on va former un enfant, donc il va vraiment assimiler ces concepts. Il peut commencer par le concret, puisque l'enfant il commence donc à comprendre dans le monde extérieur à travers le concret pour arriver à l'âge adolescent, je parle à partir de 12 ans, pour avoir cet abstrait. Donc pour assimiler ces concepts-là, la différence de l'autre, sur ce qui concerne surtout la religion, on va revenir dans le milieu scolaire, précisément algérien. J'ai fait d'ailleurs précédemment une petite étude donc, sur l'analyse. Donc est-ce que donc, on peut donc, réussir à voir comment peut-on avoir ces concepts-là dans le milieu scolaire à l'usage de l'enfant, donc sur le plan concret. Merci. Alors, les deux intervenants vont répondre selon le... Tu commences? Alors, est-ce que... Donc, la première question, pratique religieuse, c'était un projet. Il voulait faire une thèse sur la pratique religieuse dans la région Atiani et Sarri. Ça, il n'a pas pu le faire. Et il n'a pas fait d'enquête. La thèse, c'est un projet. Donc, il aurait fallu des recherches, ça, il n'a pas pu le faire avec elle. Mais après, ça lui est resté comme une espèce c'est un os qu'il n'a pas pu avaler. C'était pas possible, tu vois. Donc il s'est orienté vers autre chose. Mais après, non, il n'a pas fait lui-même n'en a pas fait. Et ce qu'il aurait voulu que ces chercheurs fassent, en fait, on était très peu d'Afrique du Nord à s'inscrire avec lui. Très peu. Je crois que c'était 2 ou 3. Et je crois que je suis la seule. À la fois sur le littéraire et un peu le religieux dans le champ politique des années 40. Donc c'était Harkoun, Merab, et je te dis, le côté linguistique Mamri et le côté socio-anthropologique c'était Bourdieu. Donc voilà, ce qu'il aurait voulu, c'est qu'il y ait plus de gens qui s'inscrivent, mais qui viennent travailler sur ce champ-là avec des outils, avec une connaissance du champ. Or, il n'y a personne. Il n'y avait personne en Algérie. Personne au Maroc, en Tunisie, donc je ne sais pas. Donc il n'a pas pu avancer sur ce champ-là. Donc c'était devenu chez lui, comme l'a dit hier Relais, c'était programmatique. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, mais ça n'a jamais été fait. Donc voilà. Ensuite, je peux dire quelque chose oui. à ce propos. Il n'a pas pu la faire aussi pour des raisons politiques, parce que c'était pas qu'une raison de sujet sur lequel il fallait mettre un couvercle. C'était un moment où il ne pouvait pas revenir en Algérie, et donc pratiquement il ne pouvait pas faire ses études sur le terrain. Il y a aussi ce côté-là. Et quelque part, je ne vais pas dire que c'est un mal pour un bien, mais il a fait sa thèse après sur Miskawan. Il a complètement changé de façon assez radicale d'objectif. Peut-être que ça a fait son chemin. Il est sorti de l'Afrique du Nord pour partir vers la Perse et pour découvrir justement cet humanisme c'est un chemin qu'il a mené à cet humanisme éclairé autour de la Perse et du Xe siècle. Voilà. Et quelque part, il a dans ses écrits, enfin il me semble, je ne suis pas une spécialiste, mais dans tous les documents que j'ai pu relire après, sur ce côté, cette recherche anthropologique de la pratique de la religion en Kabylie et des pratiques anthropologiques et de la société kabyle, c'est quelque chose qui est un fil conducteur sur lequel il est revenu toute sa vie finalement. Tout à fait, mais c'est exactement ça. Non, mais c'est pas un reproche qu'on lui dit il n'a pas fait.
Et il n'a pas pu le faire. Quand il a voulu le faire, il n'a pas pu le faire. Mais après, bien sûr qu'il s'est orienté sur... Et c'est devenu tellement grand, tellement génial, mais il aurait voulu, comme tous les professeurs, tous, c'est qu'ils vous font faire des travaux. Moi, je ne peux pas faire ce que tu fais, pour d'autres raisons, mais on oriente des étudiants. Donc c'est ce que je voulais dire. Donc il n'a pas pu orienter des étudiants pour toutes les raisons que l'on sait, dont il a parlé dans ses vidéos et que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc le champ nord-africain, tu ne pouvais pas travailler sur le monde dit berbère, vas-y, et tu ne peux pas non plus travailler, surtout en Algérie, un peu mieux au Maroc. En Algérie, on ne pouvait pas travailler sur les Zaouïas. Pendant les années 70, enfin, on était là, on ne pouvait pas. C'était un champ clandestin. Alors qu'au Maroc, elles sont là, elles sont vivantes, on peut s'y introduire. Il fallait vraiment aller avec une bougie, comme on dit, pour les débusquer, pour travailler avec eux. Donc c'était ça. Et lui, ce qui l'intéressait encore plus, par rapport à moi, il me disait, est-ce que tu es capable d'aller suivre une pérégrination? Mais il n'y avait plus de pérégrination. En Kabylie, il n'y en avait pas. Comme tu évoquais, Cher, il n'y avait pas. Donc, Cher Mohamed, je pense qu'il avait une culture enfin, disons superficielle, puisque Cher Mohamed n'a été connu que grâce à Mamri, qui va lui donner une diffusion plus large, et un peu les travaux des Pères Blancs. Donc voilà, il n'a pas été jusque-là, mais il connaissait un peu comment dirais-je, la renommée de l'homme. Il savait qu'il avait joué un rôle, mais on n'a pas été. Mais ce qu'il voulait justement, c'était une monographie des pratiques en Kabylie et ailleurs pour pouvoir justement généraliser, parce qu'il était à un autre niveau de recherche. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Attends, voir. Ensuite, Berbère Amazir, on est d'accord, on ne va pas répéter à chaque fois. Vous avez raison, mais ce terme de Berbère est rentré dans les écrits. Le monde entier aujourd'hui, vous dites Berbère, ils savent ce que c'est, vous dites Amazir, ils ne savent pas encore ce que c'est. Donc évidemment, c'est à vous de retravailler cette notion et de le faire. Non mais, bon, attendez, islamistes musulmans, mais personne n'a dit que c'était pareil. Les Amazirs, on les a appelés Rome, symbole du mal. Bon, ensuite, donc, alors, construction de l'humanisme, justement, on parle de démocratie, là aussi il y a à boire et à manger. Effectivement, comme dirait Vidal Naquet, par rapport à la Grèce, il y avait des germes de démocratie. Qu'est-ce qu'on appelle la démocratie? Oui, attendez, je sais ce que c'est. Il y avait la démocratie ancienne, voyez, et la démocratie d'aujourd'hui, c'est pas pareil. Voilà, c'est pas pareil. Et donc, et c'est ce que disait d'ailleurs Bourdieu quand on va dans un village kabyle. Il ne comprenait pas pourquoi dans un village kabyle. Sauf que ce n'est pas une démocratie réelle, puisque les femmes n'y participaient pas. Et les esclaves, dans les villages où il y avait des noirs, n'y participaient pas. Et dans certains, sauf certaines veuves exceptionnellement, dans certains, voilà, donc c'est pas tout à fait une démocratie comme, voilà, le concept, voilà. Mais simplement, il y a effectivement des notions, il y a des germes, il y a un présupposé démocratique, ça c'est évident, et donc c'était Bourdieu qui disait, mais je ne comprends pas dans cette Kabylie, ils sont démocrates à la base, mais pourquoi ça n'arrive jamais au sommet? C'est ça qu'il faut interroger. Et oui. On avance. Attends, mais bon, voilà. Donc on est obligé de constater. On va me dire, tu me dis une démocratie, si Tajmak, moi, ils ne vont pas accepter demain. Voilà. Est-ce que c'est une démocratie? C'est ça la règle. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc il faut redire. Et moi, c'est ça, justement, par rapport à Mohamed Darkoun, ce qui est important, je vous dis, c'est qu'il va partir d'un tout petit exemple, celui de Taouret Memoun, pour dire, mais c'est ça l'humanisme maghrébin. Moi, je vous interroge plutôt à ça. Comment est-ce que vous pouvez partir de l'infiniment petit, qui vous donne des notions, qui vous donne des, comment dirais-je, des éléments pour pouvoir construire plus large. Identité, alors là, moi, je n'ai pas employé identité. Ça m'est sorti peut-être comme ça. Pour moi, l'identité, ce n'est pas un concept, c'est une notion. Et je sais que l'identité, vous savez, c'est un nom avec plusieurs machins. Donc voilà. Alors, les gens en emploient ce mot comme ça très rapidement. Pour moi, je n'ai pas utilisé cette notion d'identité, sachant, là encore, je ne l'ai pas dit hier, je ne l'ai pas dit aujourd'hui, mais je vais le dire, quitte à mettre les pieds dans le plat, c'était Mamri qui disait, et je suis d'accord avec lui,
les Berbères ne sont pas une race. Donc, il y a de l'hybridation, il y a des métissages. Les Berbères, c'est une culture. Et prenez ça au sens moderne du terme. Là, je suis d'accord avec vous quand vous parlez d'histoire ancienne. C'est-à-dire qu'on est quand même, comme dirait Arkoun, de Belghazi jusqu'au Maroc, des gens qui se reconnaissent dans cette culture. C'est-à-dire c'est une culture qui accepte l'autre, qui assimile l'autre, sans perdre l'autre et le soi, comme dirait Ricoeur, qu'il a bien cité. Eh bien, c'est ça la modernité. Ça veut dire qu'ils ont été quand même très modernes avant justement les démocraties d'aujourd'hui. Ça, c'est des notions qui sont très fortes et à qui il faut donner du sens. Mais aujourd'hui, on se dit berbère, mais on rejette comment la berbérité s'est fondée s'il y a fondation de la berbère. Cette civilisation berbère, c'était, ben voilà, il y avait des Émazirel, il y a un peu de latin, il y a un peu de vandal. Quand c'est un jour avec Jaya, j'avais invité un collègue qui travaille sur Byzance. Et il leur dit, mais là, je vois des têtes rouges, je vois des têtes blanches quand ils sont... Mais vous êtes des descendants des Vandales. Évidemment, ils se sont levés, ils étaient furieux. Bon, c'est en rigolant, mais c'est vrai qu'il y a ça. Il y a une hybridation, il y a un métissage, à la fois ethnique et culturel. Mais ce qui est important, c'est que les populations locales, c'est ça qui va donner la grande nation, enfin la grande nation, la grande civilisation, parce qu'il n'y a pas de nation, à Mazir. Donc c'est ça. Il faut l'accepter. C'est juste pour rebondir sur le concept concret abstrait. Donc, moi je dirais que les conceptualisations les plus réussies sont celles qui sont ancrées dans la réalité historique, socioculturelle. Je vous donne un exemple. Tous les programmes importés, calqués sur une réalité locale, ne peuvent pas réussir. Parce que tout un système éducatif, ou le système éducatif doit s'inspirer des réalités historiques, socioculturelles de la région. Sinon, il est voué à l'échec. Donc, pour revenir à ce que c'est possible de... Moi, je pense que le développement intellectuel chez l'enfant, c'est une théorie maintenant universelle. D'ailleurs, le pionnier, c'est Jean Piaget, le Suisse. Il a décortiqué tout le processus. C'est-à-dire que nous, en tant qu'éducateurs, il faut déjà en premier lieu respecter le processus naturel de développement. Il ne faut pas interrompre. Je vous donne un exemple. Par exemple, la notion de l'abstrait. Si on bourre l'enfant de notions abstraites, par exemple, je cite les mathématiques, par exemple, les x et les y, ou la notion du nombre. Le nombre est une notion abstraite. Est-ce que l'enfant, à un âge, par exemple, de 2 ans, 3 ans, arrive à assimiler que lorsqu'on dit 1, ça signifie une bouteille, un homme, une femme, un objet, un arbre, etc. Ce processus d'abstraction, il faut respecter déjà la chronopsychologie et la chronobiologie. C'est-à-dire qu'il faut respecter... D'ailleurs, il y a des systèmes éducatifs, moi je n'apporte rien de nouveau. Par exemple, en Allemagne, le primaire, ça commence à 7 ans. C'est-à-dire qu'on donne à l'enfant déjà le temps de se construire, de connaître son environnement, de connaître sa réalité, de découvrir son environnement, en plus de le jeu chez l'enfant, par exemple. Le jeu, c'est un moyen très très efficace de découvrir son environnement. Il faut laisser l'enfant jouer. Et nous, lorsqu'on bourre l'enfant de connaissances et de concepts, parce que le concept c'est une notion abstraite, de concept, là, effectivement, on peut freiner cet élan de développement intellectuel de l'enfant. Est-ce qu'il y a encore des questions? On prend une autre série de questions. Oui, monsieur. Donc, bonjour tout le monde, conférencière et lui-même l'assistance, seulement entre parenthèses, hier c'était l'assistance du week-end, aujourd'hui c'est l'assistance du début de la semaine. D'ailleurs, je vois de nouveaux visages. Donc, si vous me permettez, ça fait longtemps que j'ai des petites remarques, parce qu'il ne faut pas oublier, ce genre de rencontres, ils sont là chez nous. Ils sont là. Donc, tout le monde est asphyxié, tout le monde est étouffé. Alors, j'ai remarqué dans les débats, enfin, dans toutes les conférences à laquelle j'assiste, de caractère confondu, politique, scientifique, littéraire, à
chaque fois qu'on ouvre le débat, amicalement, hein, c'est juste pour, parce qu'on a besoin de... Soyez bref dans l'intervention, soyez bref, oui. Un intervenant, il faut être conscient, il faut être bref, mais des fois, même si on pose des questions, au contraire, des fois, une remarque ou bien plus qu'une question. Parce que c'est l'assistance qui va pousser le conférencier pour le développer plus. Je vais mettre à fin. Donc hier, si vous me permettez, j'ai souligné comme ça. Voilà ce qu'on appelle une forme d'intellectualisme actif. Vous vous souvenez? Et je vais dire encore une fois, heureusement que M. Arkoun et ceux qui sont dans sa ligne éditoriale ont compris la courte citation que j'ai citée hier, qu'un intellectuel assez va moins loin qu'un con qui marche. Donc Arkoun, a été toujours debout et il est allé plus loin. Donc si vous vous souvenez, j'ai posé deux mauvaises questions hier. L'une concernant, bien que c'est quelqu'un qui respecte les intellectuels, notamment chez nous, mais il y a toujours un mais. Donc la première question concernant, pareil, c'est la passivité de la classe intellectuelle dans les pays du tiers-monde en général et des pays musulmans en particulier. Oui, parce que les Arkoun et les Benabia et les autres sont là. Sachant que, pourquoi j'insiste comme ça? Parce que nous sommes des pays qui sont touchés par des phénomènes divers. Et en premier lieu, ce qui me parle, l'analphabétisme, le taux d'analphabétisme. Donc, qui a joué le rôle dans ces pays? Deuxième question, M. Béchir, quand même, il a répondu à la question de, quand j'ai dit, depuis un moment qu'on parle de dialogue et de rapprochement des civilisations et des cultures. Voilà. Il a déjà répondu. Voilà, c'est bon. Maintenant, deuxième question, adressée à M. le conférencier et tous les autres. Est-ce que les œuvres d'Arkoun ont déjà fait l'objet de thèses ou de mémoires de fin d'études et même de titres de textes en France ou ailleurs? Si vous me permettez, si vous me permettez, hein, je vois, pour ça j'ai vu des visages nouveaux derrière. Il me semble que le président de l'association des ulémas algériens, il est là, en l'occurrence M. Gussem Abdelzak. Si c'est possible, est-ce qu'il peut nous donner un mot sur les intellectuels éclairés dans notre pays, à l'image de Ben Nabi, à l'image de Arkoun, à l'image de Dib, à l'image de Saïd Tazawat et les autres. D'accord. Et je vais faire. Merci. Une autre question, on va prendre la... Oui, monsieur là-bas. Non, il était dans... Oui, donc, et vous aurez la parole après, mais je vous en prie, soyez bref, concis et des questions. Bonjour, tout d'abord je tiens à remercier l'Assemblée populaire de Wilaya de Tizi Ouzou pour ce colloque hautement symbolique. Il a le caractère passé de caractère populaire de l'Assemblée au caractère intellectuel et on ne peut pas faire une dichotomie entre la sphère populaire et la sphère intellectuelle. Ma question, je pense j'ai 3 questions à poser pour les conférenciers. La première question, parce que j'ai entendu M. Arkoun parler de Saint-Augustin qui a dit Karouar c'est comprendre et qui est considéré comme un des réformateurs du christianisme. Peut-on considérer au jour d'aujourd'hui, du moins moi je suis convaincu, Arkoun comme réformateur de l'islam en plus de son cachet d'islamologue? Je suis profondément aussi ravi de l'intervention de Mme Tassadit Yassine qui a mis la notion de famille, la notion de village dans la formation de la personnalité. Ça me renvoie à l'étude faite par le psychiatre, l'éminent psychiatre sur la filiation et sur la famille dans la construction de la personnalité humaine. Ma question, je suis convaincu au jour d'aujourd'hui qu'un village peut être un monde en miniature, et ce monde en miniature a formé des savants, a formé de véritables intellectuels qui ont réellement le caractère d'intellectuel, qui est la remise en question permanente. Ma question toute simple, peut-on aujourd'hui avoir des villages en Kabylie qui peuvent véritablement constituer un monde en miniature et former d'autres savants, version 3e millénaire? La deuxième question, j'ai profondément écouté avec beaucoup d'attention Arkoun sur la notion de l'État. Il a dit qu'il y a la construction de l'État d'une manière paroxystique dans le Maghreb, dans l'Afrique du Nord. Et je pose directement la question, c'est pourquoi, quelles sont les causes selon les conférenciers de l'incapacité congénitale des pays du Maghreb à construire un État démocratique?
Par contre, ma question, la dernière question, elle est adressée à monsieur Idir. Je pense que aujourd'hui, vous avez mis que la réalité et la rationalité comme les deux pieds sur lesquels doit reposer l'intellectuel, mais je vais aller plus loin que la citoyenneté aussi ne peut pas se mettre debout sans la réalité. La réalité et la rationalité, c'est deux concepts. Mais la question, et je vous pose la question, est-il possible aujourd'hui de construire des citoyens, une société de citoyens qui fait face d'une manière frontale à l'adversité d'une société de Carroyant? Comme l'a dit, si bien expliqué, Mohamed Harbi, je vous remercie. Merci de votre attention. نحمد ربي نشكر من زمان هذا وليوعى وسيغدا ظهرها شويه مازال العراس. السلام عليكم بزاف. C'est mon entrée en matière parce que si je venais de l'autre côté, vous allez être un peu bousculé. S'il vous plaît, moi je dirais que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et si vous permettez, j'ai une lettre qui pour moi est importante à lire et que j'ai donnée à notre cher monsieur Benchir. J'ai donné le double. Alors vous me donnez le temps tout à l'heure, elle est barrée. Tout à l'heure ou la Foura? Foura. Atsagara. Tout à l'heure. Ok. Hamoud El Salem, retraité de l'Union Azazga. Monsieur, la dernière question. Monsieur, bonjour. C'est monsieur Mouchalel, retraité. Moi, j'ai des remarques à faire. J'ai écouté tout à l'heure le conférencier, j'ai retenu 3 mots. Rationalité, le concret, réalité. C'est la base de tout son... Et ensuite, on a abordé des problèmes de l'enseignement. L'islam et le village kabyle. Où on voit ça avec les 3 termes que vous avez utilisés, rationalité, concret et réalité, où on va divaguer pour rien. L'enseignement, tout ce que je pense, vous êtes en train de... ce qu'on est en train de raconter. Je m'excuse, je ne suis pas un homme de culture, donc peut-être je vais mettre les pieds dans le plat et j'ai pas mal de gens. Et l'enseignement n'est pas entre vos mains, n'est pas entre nos mains. Et vous savez très bien qu'est-ce qu'on forme. Donc c'est bien beau, vous partez d'en haut, vous descendez en bas. On vous philosophez. Moi, j'étais pourtant à l'école, parfois je ne vous suis pas dans vos philosophies. C'est trop fort pour moi. Mais en bas, le gosse, quand il est pris en bas, il forme le citoyen que nous connaissons tous et que nous voyons. Alors, voilà le concret, voilà la réalité. Maintenant, vous parlez d'islam régressionniste. Maintenant, moi je suis désolé. L'islam est en train de conquérir non pas l'Afrique du Nord, mais tout le monde. C'est ça. Alors quand vous me parlez de régression, maintenant, je vous suis. C'est le mauvais islam, c'est l'islam fait par. C'est bien beau de le dire, mais la réalité, elle est là. Vous parlez aussi de village kabyle. Mais en parlant du concret, j'ai fait un peu de politique dans cette région. Je sais qu'il y avait des villages kabyles où l'influence française n'a pas pu pénétrer. Ils sont restés là. 130 ans de concurrence, le village kabyle est resté lui-même. Maintenant, on voit des jeunes filles à l'âge de 4 ans avec le hijab. C'est la réalité. Alors, il ne faut pas parler comme ça dans le vide, il faut être concret. Maintenant, je vais terminer, je vais parler de notre cher Arkoun, que nous aimons tous et que nous respectons tous. Moi, M. Arkoun, je le vois dans 2 sujets. Il parle de la berbérité, il parle de l'islamité. L'islamité, je le vois comme juste un grand philosophe. Et comme on dit, une hirondelle ne fait pas le printemps. Il n'a pas les compétences vis-à-vis de toute la masse de gens qui font l'islamité. Lui, c'est vrai, c'est philosophie, on va chercher. Donc moi, je crois que là, c'est un peu dépassé. Je reviens à la berbérité. Soyons aussi concrets et soyons réalistes.
Moi, je vous dis, je ne suis pas dans la culture, mais on a suivi. Il y a eu des éléments qui ont fait des événements. Ils ont fait des événements. Ils ont fait avec les 80, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Maintenant, on assiste à quoi? Toutes ces luttes ont été prises en charge par le pouvoir. Moi, j'ai assisté le 20 avril l'année dernière dans une capitale de l'Europe de l'Est. L'ambassade d'Algérie a fêté le 20 avril. Alors, je me suis bien rire. Je suis parti, il y a eu des invités. Dans le 20 avril, dans l'historique, l'Algérie, on parle des Phéniciens jusqu'aux Arabes. Il n'y a pas eu un seul berbère qui était dans la liste. C'est ça la prise en charge du mouvement d'avril 80. Et maintenant, on revient à Neyer. Les Neyer, maintenant, faites attention. Je n'ai pas chacun sa vision. Moi, j'ai la mienne. Le fait d'étendre Neyer à toute l'Algérie, faites attention. Et de là, vous écrivez le berbère arabe. Je n'ai pas, moi, à aller à la région arabe. Donc, la réalité est là et tout autre. Oui, la carrément, il ne faut pas qu'on se gonfle la poitrine et on pense que nous avons. Moi, je vous dis, pour le moment, je suis déçu et je reviens surtout maintenant à cette berbérité. Je le dis. Il y a eu des partis politiques qui avaient pris ça en charge. Ils ont démissionné actuellement. Et les deux partis, je le dis, c'est le FFS. Le FFS, il parle de tout sauf de la berbérité. Et le LCD un peu moins, et on n'en parle pas. Donc voilà la réalité aussi. Je vous remercie. Merci, monsieur. Ce qui me frappe, en tous les cas, moi, personnellement, je pense que c'est la même chose pour mes collègues et l'ensemble des intervenants, c'est, comment dire, j'ai envie de dire, le grand esprit démocratique, c'est l'exigence qui est là. Cette salle est traversée par des exigences de politique culturelle, de politique scolaire, de politique tout court, mais il est très difficile. Vous dites vous-même, monsieur, que les politiques ont démissionné. Et ce ne sont pas des intellectuels qui travaillent, c'était ça le thème du colloque, qui travaillent sur l'œuvre d'un homme, un intellectuel, spécialiste d'islamologie, je termine, je te passe le micro, et voilà, c'est sur une œuvre, sur les écrits, même si Tassardi tout à l'heure et d'autres personnes peuvent évoquer, comme Sylvie Arkoum, peuvent, Ralm Béchir aussi, peuvent évoquer l'homme qu'ils ont connu, c'est une œuvre, c'est des écrits et des conférences que nous examinons. Nous voyons comment est-ce qu'ils nous permettent de comprendre notre monde aujourd'hui, si complexe, fait d'islam, de berbérité, d'arabie, de n'importe, enfin, de tout cela. C'est cela notre rôle d'intellectuel. Alors bien sûr, on peut parler de la trahison des intellectuels. Bon, mais ils ont trahi quoi? C'est toute la question. Parce qu'on voudrait un intellectuel organique. Non, nous sommes des intellectuels qui essayons de réfléchir. Et autonomes surtout, parce que si nous étions des intellectuels organiques, on va nous dire, on ne serait pas là, mais on va vous dire, mais vous êtes les agents du pouvoir. Mais c'est peut-être cela la situation d'intellectuel, c'est l'inconfort, dans tous les points de vue, et l'histoire d'Arkoum illustre très très bien cela. Voilà. Intellectuel, moi je ne me reconnais absolument pas là-dedans. Je ne me reconnais pas là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire une classe d'intellectuels? Et les intellectuels algériens, la plupart, si vous voulez, parmi les beaucoup, certains sont morts, certains sont partis, donc voilà. Il y a des individus, il y a des personnes qui essaient de faire quelque chose, d'autres ont choisi d'autres voies. Je ne me reconnais absolument pas là-dedans. Donc ça, c'est bien clair. Ensuite, moi je ne peux pas parler d'éducation. Parce que ce n'est pas en mon pouvoir de faire quoi que ce soit. Et j'estime que j'ai souffert de beaucoup de choses. De ne pas pouvoir faire des choses dans mon pays, de ne pas pouvoir les transmettre. Et c'est des lieux rares, justement, qui nous donnent cette possibilité d'expression. Et on est venu pour ça. On va prendre cela. Et donc voilà, donc ce que vous dites, je le comprends, je souscris,
mais je ne m'y reconnais absolument pas. Et c'est pour ça. J'ai préparé un texte beaucoup plus dense, beaucoup plus travaillé intellectuellement, mais j'ai préféré justement raconter l'histoire que je vous ai racontée pour rapprocher. Mouhdatou Arab, comme il le disait lui-même, chez lui, il ne peut pas l'appeler Arkoun. C'est un patronyme français, colonial. Vous voyez, ça a été donné à un moment donné. Vous savez très bien que ça, je ne vais pas rentrer. C'est pour le rapprocher de sa culture, de son pays et de la population pour qu'il représente quelque chose. Donc voilà. Et quand je dis lui, en fait, il est un peu comme tous les autres. Il a payé le prix le plus fort pour arriver là. Maintenant, bon, vous pouvez critiquer, bien sûr, la critiquer tout le monde. C'est tout à fait normal. Moi aussi, je vous ai dit, bon, voilà, on a discuté, et je n'étais pas tout à fait d'accord pour inscrire toute l'anthropologie d'Afrique du Nord dans le cadre de l'islam, parce qu'il disait, il adorait Mamri, hein, ses travaux d'ailleurs, il dit, oui, mais je regarde quelque chose, il ne l'a pas fait dans un cadre musulman, islamique. Oui et non, parce que Mamri, en fait, ses textes sont empreints de pratiques kabyles. Oui, les poèmes kabyles anciens, c'est de l'islam, des poèmes marqués par l'islam, on ne peut pas dire. Mais simplement, là c'est un cadre théorique, chacun choisit son objet de travail, lui il a fait ça, peut-être qu'on est noyé dans la grandeur de l'objet, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas pertinent, ça n'a pas de sens. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, en fait, ce qu'il appelait l'islam, à l'intérieur de l'islam, c'est une critique de l'islam. Une critique très 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 forte, et donc il faut le lire pour le comprendre. Voilà, moi, si vous voulez, je ne me reconnais pas, vous avez raison, mais je ne me reconnais pas dans ce que vous dites, parce que je ne représente pas l'intellectuel tel que vous le dites. Et je ne suis pas du tout, qu'est-ce que ça veut dire, intellectuel passif, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire du tout. Et ensuite, après la branchette d'intellectuels du tiers-monde, les pays sont différents, les histoires sont différentes, et on sait très bien qu'il ne peut pas y avoir d'expression intellectuelle libre dans des pays où il n'y a pas de démocratie. Pas non plus, voilà. Donc c'est ça qui s'est passé après les indépendants des pays africains. C'est ça qui s'est passé des pays du tiers-monde, c'est que ce n'a pas été des démocraties, ça a été souvent des partis uniques qui n'ont pas laissé la parole à leurs concitoyens. Lisez Fanon, relisez Fanon, qui est africain, qui adorait l'Afrique, mais il disait, malheureusement, les élites africaines ne font que reproduire, en fait, le système colonial, pas du tout dans sa version violente, mais en tous les cas, occuper l'espace, ne pas donner la parole à l'opposition, ne pas donner la parole. C'est dans cette Afrique, donc on ne va pas faire un truc. Et moi, encore une fois, s'il vous plaît, ne me mettez pas dans des cases, dans une case dans laquelle j'étouffe. Voilà. Et moi, Mohamed Arkoun, c'est un humaniste, c'est un homme, c'est un grand penseur, et c'est un homme qui a souffert. Votre souffrance, il vous a précédé dans la souffrance. Alors, qu'est-ce que vous avez fait de votre souffrance? Là, je vous interroge. Lui, il a fait quelque chose, mais vous n'avez rien fait. Merci. C'est toujours dans le même sens, le même ordre d'idées. Moi, je pense qu'il faut faire une différence entre la démarche scientifique. Comme je l'ai expliqué, il y a une démarche scientifique que chaque scientifique doit respecter, doit suivre d'une manière rigoureuse pour arriver à des résultats probants. Ça, c'est la démarche scientifique. Maintenant, vous me parlez de l'application de certains principes scientifiques, par exemple, dans certaines institutions comme l'école. Ça relève des fois de la décision politique. Je m'excuse de le dire. Le scientifique, l'exigence qu'on a d'un scientifique, c'est qu'il doit se doter d'un esprit scientifique. C'est-à-dire que sa démarche doit décrire la réalité objectivement. Ça, c'est D'ailleurs, pour revenir à Mohamed Arkoun, moi je rejoins Gandhi lorsqu'il dit le savoir sans caractère est un péché. C'est-à-dire lorsqu'on fait du savoir, lorsqu'on fait de la science, il faut avoir du caractère. C'est l'audace intellectuelle. Je m'excuse de le dire, mais il y a certaines personnes, certains scientifiques, devant des sujets, des thématiques à traiter Arkoun, n'avaient pas cette audace intellectuelle de le faire. Donc c'est pour ça que je dis l'intellectuel, et je pèse mes mots en disant ça. Merci. Nous sommes entrés dans la globalisation,
Et sa pensée est globale. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, allez-y. Madame Salhi, sociologue, universitaire à la retraite. Je voudrais réagir par rapport à deux points dans l'intervention de Madame Tessadit Yassine. Par rapport à, d'abord, le fait, je me sens un peu dans l'obligation de réagir quand vous avez dit que personne n'avait travaillé sur les confréries religieuses. En Kabylie. Non, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Sous sa direction à lui. Sous la direction de Mohamed. Oui. Non, je connais pas. Après, justement, j'y viens. Parce que, bon, mon époux, Brahim Salhi, justement, a soutenu une thèse sur une confrérie religieuse en Kabylie, la Rahmaniya, qu'il a soutenue en 1979. Et à l'époque, travailler sur le fait religieux n'était pas du tout évident. Hein, c'était pas dans l'air du temps, voilà. Deuxième point, c'est par rapport, justement, Arkoun était membre de son jury, avec Camille Lacoste, etc. Et par rapport au deuxième point, c'est les pratiques religieuses. Les pratiques religieuses, justement, je voulais témoigner, puisque lui n'est pas là, c'est justement Arkoun l'a orienté vers, justement, voulait qu'il fasse sa thèse d'État, puisqu'il l'a encadré pour sa thèse d'État pendant une décennie, sur les pratiques religieuses. Et c'est ce qu'il a fait. Malheureusement, Arkoun est parti en retraite, il a fini sa thèse d'État avec Daniel Rivet, et il a enquêté justement sur ces pratiques, les confrériques, oulémistes et islamistes aussi. Malheureusement, il n'a pas eu le temps de publier sa thèse, qui sera faite, parce que je m'en suis occupée, ça va se faire incessamment. Et donc, c'est ce qu'il a fait, interroger les pratiques religieuses en Kabylie, puisque son travail encadré pendant une décennie par Mahmoud Arkoun et qu'il a côtoyé donc pendant toute cette période sur les pratiques religieuses, et elle s'intitule Société et religion en Kabylie. Voilà, je voulais juste revenir là-dessus. Je sais que Tessadit connaît très bien Paris. Une autre question? Oui, alors je réponds à ma collègue, amie, et normalement, elle aurait dû être doctorante chez moi, elle s'est inscrite d'ailleurs. Non, j'ai dit simplement que Mohamed Arkoun, en parlant, il regrettait qu'il n'y ait pas plus de Nord-Africains qui s'inscrivent sur le travail. Mais officiellement, Mohamed Brahim n'est pas inscrit avec. Donc je savais que c'était Chérivé. C'est tout ce que j'ai dit. Mais bon, voilà, je sais que Brahim lui devait une dette. Il m'a invité plusieurs fois. C'était l'un des premiers ici à vouloir organiser un colloque sur Arkoun. Il m'a dit, écoute, voilà, il faut absolument qu'on lui rende hommage. Non, je ne nie pas le travail de Brahim. Je dis simplement qu'il n'a pas eu cette chance d'accueillir des gens qui travaillent sur les pratiques. Mais simplement, dans le monde, il y a pléthore d'étudiants de Mohamed Arkoun, mais sur des sujets beaucoup plus, sur d'autres sociétés, ou alors sur le travail théorique de Mohamed Arkoun, et pas sur les pratiques nord-africaines comme il aurait voulu, sans, excuse-moi, je n'ai pas cité Mohamed Brahim, mais il n'était pas inscrit officiellement. C'était ça. Hein. Il était inscrit sa thèse d'État.
Mais Il est inscrit avec Arcoun. Pour sa thèse 3e cycle, il était avec Camille Arcoun. Oui, je sais. Mais officiellement, c'était que Daniel Rivet. Officiellement, parce qu'il était parti à la retraite. Oui, mais d'accord, mais officiellement, dans son planning voilà. Donc c'est écrit Daniel Rivet, c'est tout ce que je dis, moi. Oui, oui. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois que nous devions visionner une autre... Ah oui, allez-y, monsieur. Oui, bonjour. Donc, Zulf Leon. Donc, je remercie donc l'Assemblée populaire pour l'organisation d'un tel colloque et l'association aussi, donc le défi. Pour ne pas revenir donc sur tout ce qui a été dit sur la passivité des intellectuels, bon, etc. Pour moi, les Arcoun, les Mamri, les Dib, etc. représentent donc des symboles, des lumières donc pour toute la classe intellectuelle donc qui est, je dirais, qui est asphyxiée par l'environnement politique que l'on vit actuellement. Malheureusement, tout ce savoir n'est pas vraiment connu de tous, surtout dans la classe populaire. Donc je parle d'ici, donc en Algérie, car il y a un côté qui n'est pas pris. Donc pour moi, il s'agit d'un problème surtout politique. Donc comment franchir ces barrières donc, on ne peut pas vraiment condamner l'intellectuel, mais il s'agit d'un devoir aussi. À partir de là, donc, en fait, c'est ça ma question. Donc, je vous en remercie. Monsieur, j'ai envie de vous renvoyer la question, de vous dire, moi, de ma petite place, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est du militantisme politique qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire une école parallèle? Est-ce qu'il faut développer, je ne sais pas, des réseaux comme Internet, etc. Est-ce qu'il faut changer de gouvernement? Je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Votre question est très importante. Elle est cruciale. Vous partez du constat de la carence éducative, intellectuelle, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on peut faire, monsieur. Et je comprends, il y a des exigences ici. Moi, ce qui me frappe dans cette salle, c'est les exigences, la demande, l'attente. Mais comme il n'y a pas de réseau d'échange, comme il n'y a pas de lieu où faire parvenir les demandes et les souhaits, etc., et les attentes, dès qu'il y a une réunion comme celle-ci, et c'est très bien qu'elle soit organisée dans ce lieu où les expressions populaires devraient se faire, c'est très bien, mais la suite, honnêtement, je n'en sais rien. Si, en tant que citoyenne, j'ai des idées, j'ai des hypothèses, j'ai des démarches aussi, mais de la place où je suis, essayant de réfléchir avec mes collègues à une œuvre magistrale, fondamentale pour notre réflexion, qui est celle de Mohamed Arcoun, franchement, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Voilà. Et votre micro, s'il vous plaît. Allô. Bon, Zulf Leon, je tiens vraiment à féliciter les organisateurs. On parlait tout à l'heure de la connaissance d'une réalité sociale. On a omis de signaler que c'était un pays jeune, et puis depuis l'indépendance. Le système politique a reproduit le schéma du colonialisme, les partis politiques ont reproduit le schéma de la pensée unique, et puis, pour un pays qui a 50 ans d'indépendance, il y a du chemin à faire. Et puis, il y avait la cassure aussi des années de braise, ce que nous avons vécu en 1991. La décennie noire a eu quand même son poids. Je peux dire qu'on a régressé, mais le plus important, c'est qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience.
Peut-être si on se met à travailler dans l'HK, c'est vrai, on ne peut pas stigmatiser X ou Y, mais c'est l'affaire de tout le monde aussi. La société doit s'impliquer. Tout le monde a son rôle à jouer. Moi, je plains le peuple qui ne réagit pas. Une société qui sombre dans la lâcheté. Donc, c'est tout un travail de longue haleine à faire. Le plus important, c'est de prendre les côtés positifs de la société et avancer ensemble, même si ce n'est pas facile. Merci. Je crois qu'il ne faut pas qu'on se trompe de débat. Nous sommes à réfléchir sur l'œuvre d'un penseur et sur les implications, sur les réflexions qu'elles peuvent inspirer, comme, je ne dis pas le comparatisme, mais oui, mais les échos qu'il peut y avoir avec d'autres penseurs. Moi, je comprends tout à fait les exigences, mais nous ne sommes pas en train de débattre politiquement, même si ce qui se fait ici est éminemment politique, c'est-à-dire concerne la gestion de la cité, et la cité, c'est aussi la pensée. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a une autre remarque concernant les interventions qui viennent d'être entendues? Est-ce qu'il y a une question ou des questions précises? Et nous sommes en train d'attendre la prochaine vidéo d'Arkoun, justement sur la question du politique sans critique. Toujours dans le même sillage, c'est que je remercie sincèrement les organisateurs de cette rencontre, parce que réunir des experts, des spécialistes qui ont étudié des thématiques liées à ces journées-là, ne peut que secréter quelque chose de positif. Là, c'est évident. D'ailleurs, même dans le domaine maintenant de l'apprentissage, on utilise ce qu'on appelle le brainstorming, c'est-à-dire lorsqu'on a des esprits qui se rejoignent, surtout les esprits de spécialistes et de scientifiques qui se rejoignent pour débattre d'une question, ça ne peut que secréter quelque chose de positif. Donc déjà, pour cette démarche, c'est une initiative très louable. Voilà. Oui, alors, il y a deux personnes là. Vous, monsieur, qui êtes le plus grand. Bonjour, je m'appelle Mohamed Tabesh. Vous n'avez pas changé de nom depuis hier? Oui, bon, le savoir peut se transmettre de plusieurs manières. Maintenant, on a la chance d'avoir Internet, donc on peut être soi-même son journaliste, son journal, sa télévision. Donc, on ne peut que reprocher. On ne reproche pas aux autres qui ne transmettent pas. Parce qu'il y a l'école, l'université, l'Internet, le livre, la télévision, et on ne peut pas en vouloir à qui que ce soit d'être ignorant. Je voudrais apporter une précision seulement sur ce qui s'est passé à Taoulet Limoun lors de l'intervention de Mohamed Ali. Bon, ça a été bien expliqué, mais je voudrais juste rajouter quelque chose. Son intervention, il avait à peu près 19 ans, il venait d'obtenir donc son bac, il faisait partie d'une association, le foyer rural. C'était la deuxième association de Kabylie, la première a été faite aux Ouadia. Donc il fallait inciter les filles à aller à l'école. Donc l'école française a prévu des classes, des écoles, mais déjà les garçons ne voulaient pas y aller. Donc pour les filles, c'était une perte. Donc ils ont créé l'association dont le président est Driss Mamri. Donc Driss Mamri, c'était lui qui devait faire la conférence sur les femmes à l'école. Donc il ne pouvait pas le faire, sachant que son oncle était amine du village, il se ferait taper sur les doigts très fort, et ça créerait un problème familial. Donc il a incité Mohamed Arkoun, qui n'était pas au courant tout à fait de ce qui se passait de l'ordre. Donc il pensait avoir l'autorisation sociale de parler, et il s'est lancé dans l'aventure. Il était timide, mais il s'est lancé, il a fait du bon travail, et cette intervention-là, elle est sur son blog.
Mohamed Arkoun. Elle est sur son blog, détaillée, publiée dans la revue des Pères Blancs de Bignani dans les années 50. Donc c'est juste cette petite. Donc parce qu'il y avait beaucoup d'associations. Il y avait auparavant l'association Timlilit et l'association dans les années 36-37 aussi des gens pour ramener de l'eau à Vienne. Donc il y avait déjà des associations. C'est dans le cadre d'une association Foyer Rural qui a fait l'intervention et vous connaissez le reste pour se faire taper sur les doigts du man. Je vous remercie, monsieur. Est-ce que c'est après son bac, il avait 19 ans. Il a eu 19 ans, il a eu le bac. 19 ans. Voilà. Merci beaucoup aux intervenants. J'imagine qu'il n'y a plus de questions, c'est bon? Oui, il n'y a plus de questions. Oui, allez-y. Monsieur de Belli, un texte, excusez-moi, c'est ça. Une question, d'accord.